Comme ça, donc bonjour à tous. Tout d'abord, merci au comité organisateur de m'avoir invité à venir vous parler un petit peu du portrait historique de la région de Thetford Mines et de Val-des-Sources également. Je vais faire une petite parenthèse avant de débuter la présentation. En fait, vous allez voir beaucoup de photographies lors de cette présentation-là. Au Centre d'archives, on possède également de nombreuses photographies, des cartes et plans de la région, des documents audiovisuels. Donc, des choses qui pourraient peut-être être utiles dans le cadre de vos recherches, dans le cadre du travail que vous allez avoir à faire. Fait que je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, puis juste pour vous dire que la plupart de ces documents-là, en fait, tout ce qui est cartes et plans, photographies, est accessible via notre site web sur le Centre d'archives. Ça fait pas très longtemps qu'on a rendu accessible les bases de données. Donc, si vous allez sur le site du Centre d'archives, dans la zone membre qui est entièrement gratuite, vous avez accès aux 60 quelques mille photos à la pièce, toutes recherchables par mots-clés, par région, par terme, par plan minier, par exemple, par période. Donc, des fois, ça peut être un élément qui peut être intéressant pour vous afin d'illustrer des fois certains propos dans vos recherches. Petite parenthèse terminée. Donc, on revient sur l'aspect historique, donc ville minée ou ville minière. Ce sont des photos ici qui vous illustrent un petit peu ce propos-là. Souvent dans la région ici de Thetford Mines. Et là, c'est sûr que je vais parler davantage de Thetford Mines parce que je m'y connais davantage en fait dans ce secteur-ci. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que Val-des-Sources, donc Asbestos, a également la même trame narrative. La ville, la découverte de l'amiante va se faire sensiblement dans les mêmes périodes. Donc, c'est deux histoires qui sont parallèles et qui s'entrecroisent régulièrement. Et l'histoire minière va même se terminer aussi à la même date. Donc, la trame, comme je dis, historique, elle est très, très semblable d'une région à une autre. Donc, vous avez Thetford Mines à votre gauche et vous avez Val-des-Sources à votre droite. Donc, sensiblement quand même dans la même période. Et on voit très bien, justement, l'élément une ville dans une mine ou une mine dans une ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les deux régions, la mine s'implante avant l'administration municipale. Donc, ce qui est un petit peu particulier. Donc, généralement, au Québec, lorsque la trame urbaine se développe, c'est une municipalité qui s'installe et ensuite, on va développer autour, alors que c'est l'inverse. Si c'est une industrie qui s'est implantée et on a essayé de construire le plus proche possible du lieu de travail, même littéralement dedans à certaines occasions. Donc, c'est un petit peu la trame de la région ici. Quand on vous parle un peu que c'est complexe l'histoire de Thetford Mines, parce qu'en fait, il y a toute une trame de comme je dis, est-ce que la ville est arrivée, comment la ville s'est développée à travers les mines et comment la mine s'est développée à travers les villes. Bien évidemment, le pointeur ne fonctionne déjà plus. Technique. Ouais, voilà. Ça revient. Tout est bien. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée, ça, c'est l'arbre généalogique qui a mené à la création de la Asbestos Corporation Limited. Donc, c'est un amoncellement de compagnies minières, de mines privées qui, à force de fusionner, vont donner une entité qui est la corporation de la société Asbestos. C'est juste un peu pour vous illustrer un petit peu la complexité, en fait, d'essayer de retracer l'histoire minière dans la région. Donc, souvent, les compagnies et les mines étaient privées. En fait, le principe est simple, c'est vous creusiez chez vous, vous trouvez de l'amiante, vous partez une compagnie à votre nom. Et lorsque vous arrivez à la limite de votre terrain, ben soit vous achetez le voisin ou le voisin vous achète. C'était à peu près comme ça que ça se développait en termes de développement urbain à cette époque-là. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de compagnies qui vont fusionner à travers les époques. La MRC des Appalaches est constituée, en fait, essentiellement de 8 cantons. Que vous voyez ici, en fait. Là. Donc, ce sont des cantons qui vont se développer entre 1800 et 1864. Le territoire va se développer très, très lentement, mais les terres vont être données très rapidement dans le but de coloniser ce qu'on appelait les cantons de l'Est à l'époque. Donc, on est vraiment à la pointe des cantons de l'Est. Et pour ce faire, on va débuter en 1810, en fait, avec la création du chemin Craig, en l'honneur de James Henry Craig, qui était gouverneur de Québec. En fait, M. Craig était tanné de voir les soldats de la garnison de Québec faire des mauvais coups et prendre un coup. Donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de les mettre à l'ouvrage. Donc, il est parti de Québec, il est descendu jusqu'à la municipalité de Richemont environ, et ils ont fait un chemin en pleine forêt, à travers le bois, dans les rivières et tout, en 3 mois. Donc, en 3 mois, ils ont abattu quand même un travail assez colossal. Et le problème, c'est comme le chemin est fait rapidement, il est fait vraiment sans ponceau, sans ruisseau, sans fossé, pardon, le chemin va devenir impraticable donc rapidement. Le chemin, vous le voyez là, on part environ de Saint-Gilles ici et on va descendre ici jusqu'à dans la région de Saint-Julien, là, donc par le chemin Craig. Comme le chemin devient rapidement impraticable, on va décider de lui faire un annexe, donc une entorse, et c'est Archibald Acheson Gosford, comte de Gosford, qui va
faire une petite entorse au chemin et on va monter pour faire le chemin Gosford un peu plus haut. Comme ça, on va contourner toutes les entraves du chemin, donc les ponts qui sont partis à la dérive ou le mauvais entretien du chemin. C'est un peu particulier parce que, bon, c'est peut-être un petit peu petit sur la carte, là, mais ce que vous voyez, en fait, en haut, Thetford Mines, là, il est un petit peu plus bas ici, l'environ, où ce que c'est écrit, là, amiante en jaune, là. Donc, en haut, le chemin Gosford va passer dans la municipalité d'Inverness. Thetford Mines devait être absolument rien à cette époque-là. Donc là, on parle des années début 1800 et on monte là, quand même jusqu'à vers la fin pratiquement des années 1800. C'est Inverness qui devait être le chef-lieu de la région. C'est pour ça que si on passe à Inverness aujourd'hui, il y a le musée du bronze, aujourd'hui, qui est un immense bâtiment institutionnel, qui était à l'époque le bureau d'enregistrement. Donc, tous les actes notariés passaient par là, la prison était par là, la cour des juges de paix était à Inverness, donc tout se passait à Inverness. Et Thetford Mines était voué à être un petit hameau, un petit village à côté, vraiment en marge. Et pourquoi, en fait, Thetford Mines va se développer, et va se développer lentement à ses débuts, c'est que les terres qui sont données dans la région de Thetford Mines sont essentiellement des terres pour la prospection, pour la spéculation foncière, et qui vont donner des terres de prospection minière et forestière par la suite. Donc, Thetford Mines, à l'époque, ce n'est pas connu, c'est des terres à bois, ce sont des territoires de chasse pour les Abénakis. Donc, les Abénakis viennent chasser par de la réserve de Olinac et Odanak, donc qui est sur le long du Saint-Laurent, viennent chasser sur les terres et retournent par la suite. Et il y a certains marchands de bois, dont la famille King, essentiellement par le père, donc Charles King, qui vont avoir des terres à Thetford Mines pour le bois. M. King est très ingénieux et, comme de fait, il siège au sein du conseil d'administration du Québec Central Railway en 1875. Et lorsqu'on se pose la question à savoir où doivent passer les voies ferrées, M. King va émettre énormément de pression au conseil d'administration pour que les rails passent à Thetford Mines sur ses propres terres à lui, qui sont essentiellement l'équivalent du centre-ville de Thetford Mines au complet. Donc, M. King, puis je ne vous cacherai pas de cachette que Thetford Mines, avant, s'appelait Kingsville, en l'honneur également de la famille King. Donc, avait un pouvoir d'influence quand même assez marquant pour quand même faire déplacer de Inverness à Thetford Mines, alors qu'on est en 1875, l'amiante n'est même pas découverte. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut pouvoir ramener le bois de Thetford Mines au port de Québec rapidement. C'est essentiellement la raison pourquoi le chemin de fer va passer à cet endroit-là. Donc, quelques petits chiffres ici, juste pour vous donner un peu l'idée de comment la population se fait très tranquillement. Donc, 1851, on dit qu'il y a 75 âmes dans la région. Ensuite, 1861, on tombe à 282. 1872, on tombe à 1092. 1900, j'ai vraiment un reflet dans les cas. 1905, on est au-dessus de 5000. 1910, on est à 7000. Et 1931, on est à 10 000. On va découvrir l'amiante ici en 1876, ce qui fait qu'on est quand même peu de gens à cette époque-là, et ce sont essentiellement des agriculteurs qui sont installés ici, des bûcherons, justement pour le commerce de bois, pour le compte de la famille King, entre autres. D'ailleurs, petite parenthèse, entre 1905 et 1910, Thetford Mines est une des 10 premières municipalités au Québec à obtenir le statut de ville avec 5000 habitants et plus. Donc, ce qui n'est quand même pas rien à cette époque-là. Donc, il y a vraiment une effervescence qui se fait dans la région avec le développement de l'industrie minière. La découverte de l'amiante va être attribuée ici à Thetford Mines à un certain Joseph Fecteau. C'est peut-être un nom qui vous résonne quelque chose. C'est souvent un nom qu'on va entendre parler. Monsieur Fecteau, en fait, va découvrir l'amiante en 1876, mais c'est une théorie qui va être remise en doute. À Val-des-Sources, c'est également dans cette période-là aussi, 1876-1877, la découverte de l'amiante va se faire. Mais petite parenthèse, l'amiante est connue il y a bien plus longtemps que ça. En fait, on connaissait l'amiante et ses caractéristiques ignifuges, donc inflammables, depuis l'époque de Charlemagne. Donc, Charlemagne, le roi, connaissait les propriétés inflammables de l'amiante, de sorte qu'il s'était fait tricoter, en fait, s'était fait tisser, une nappe en fibre d'amiante. Et ce qu'il faisait, c'est que lors des repas, pour faire un peu, mais je vais dire carrément ça, pour faire son frais chier. Il voulait impressionner, là. Il lançait la nappe dans le feu. Puis là, pour enlever les miettes, les graines, puis là, les gens capotaient. Là. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, il allait dans l'encre, puis il retirait la nappe, il la secouait, puis il la remettait sur la table, belle nappe blanche. Donc, la propriété était quand même connue depuis longtemps. Mais dans la région, on retourne dans les années 1876. Petite parenthèse.
Donc, c'est la même chose, mais sauf qu'à Val-des-Sources, on va trouver l'amiante avec le développement de la voie ferrée. Donc, en faisant passer la voie ferrée, on va découvrir ce minerai-là et on va commencer à se poser des questions, à voir qu'est-ce qu'on fait, quelles sont ses propriétés exploitables par la suite. Et à Thetford Mines, en fait, quand je vous dis que c'est une théorie qui est remise en doute, c'est pas que c'est pas M. Fecteau qui a découvert l'amiante, c'est qu'il n'était pas seul à ce moment-là. Donc, dans les années 90, on va commencer à se poser la question à la découverte d'une lettre d'archives qui, c'est un monsieur qui dit qu'être le seul témoin vivant, en fait, oculaire de la découverte de l'amiante, qui était là à cette époque-là alors qu'il avait 5 ans. Et le monsieur va raconter son histoire. Et comment on va faire pour valider cette histoire-là? C'est essentiellement le procès de M. Robert Grant Ward et de sa supercherie. M. Ward, en fait, à l'époque, c'est un marchand de fourrure et un monsieur qui fait du troc dans la région. M. Ward va rencontrer Joseph Fecteau qui, selon la légende, M. Fecteau avait découvert cette fameuse roche-là en allant ramasser des bleuets. Donc, il cultive des bleuets. Il n'a pas été à la messe cette journée-là parce que le curé n'avait pas réussi à se rendre à la mission. Donc, on va au bleuet le dimanche, on trouve une roche un peu verdâtre qui s'effiloche, on ne sait pas trop c'est quoi. Et M. Fecteau va présenter la roche à Robert Grant Ward. M. Ward va prendre la roche comme un bon marchand et il va se promener, il va montrer ça à plusieurs personnes en se demandant qu'est-ce qu'il a à faire avec ça. Il va débarquer à Québec. Et à Québec, on va lui dire, c'est de l'amiante, on sait ce que c'est, ça s'effiloche, il n'y a rien à faire avec ça, on retire ça dans le champ où tu as trouvé ça, puis continue à ramasser tes bleuets. C'est à peu près ça. M. Ward n'est pas trop content de ce qui se passe. Il dit non, il y a quelque chose à faire avec ça. Il va descendre jusqu'à Boston avec cette fameuse roche-là. Et à Boston, on va l'accueillir pratiquement en héros. On va lui dire où as-tu trouvé ça? On agite tout ce qu'il y a autour. Grosso modo, c'est pas près de même que ça s'est fait les premières installations de la mine. Je vous coupe ça un peu grossièrement, mais c'est que M. Ward, lorsqu'il revient avec le mandat de la Boston Asbestos Packing Company d'acheter tout ce qu'il y a autour de ce fameux site-là, qui est l'équivalent aujourd'hui du centre-ville de Thetford Mines, donc, qui serait le site actuel de la mine Bell, donc qui était la mine souterraine. M. Ward revient et se dit, il y a de l'argent à faire avec ça. Fait que M. Ward, en 1878, donc au mois d'avril, va acheter un lot de terre. C'est environ 200 acres, si je me rappelle bien. Il va acheter 200 acres pour environ 218 $, 220 $. Et il va acheter ce terrain-là au mois d'avril. Le problème, c'est qu'au mois de mars, si vous me suivez, on recule d'un mois, il a vendu une partie de ce terrain-là à la Boston Asbestos Packing Company. Il a vendu la moitié sud-est du terrain, qui était considéré stérile, pour 4 000 $. Lui a gardé la portion nord-ouest du terrain, qui était riche en minerais, pour 218, 220 pièces. En bout de ligne, il a fait de l'argent avec ça. On estime que ce fameux terrain-là, 10 ans plus tard, valait 655 000 $ en termes monétaires à cette époque-là. M. Ward, comme je vous dis, il a vendu un terrain avant même de l'avoir acheté. La compagnie va se rendre compte un peu du subterfuge parce qu'à un moment donné, avec les actes notariés, il y a des affaires qui ne fonctionnent pas. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont poursuivre M. Ward. Ils vont l'amener en cours. On allègue que M. Ward a volontairement vendu non seulement une portion stérile, mais qu'il a vendu un terrain dont il n'avait pas les titres miniers. Qu'est-ce que la Cour va leur demander, va ordonner? Non pas le remboursement de la somme à la Boston Asbestos Packing Company, mais va ordonner à M. Ward d'échanger les titres de propriété entre la partie nord-ouest et la partie sud-est. Donc, M. Ward se ramasse avec une terre complètement stérile de minerais, va faire faillite pas longtemps après, et la Boston Asbestos Packing Company va créer la Bell Asbestos Mine, qui a duré jusqu'en 2009 comme étant une des mines les plus profitables de la région. Donc, c'est quand même un peu particulier, tout ce processus-là, mais c'est à partir de ce procès-là qu'on a pu retracer, en fait, que le vrai découvreur de l'amiante, c'est bel et bien Joseph Fecteau, mais qui était 5 hommes cette journée-là à avoir ramassé le minerai et que les 5 se sont posé la question à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça jusqu'à ce que M. Ward arrive dans le portrait avec un peu toute la portion un peu plus économique, en fait, je dirais, de cet élément-là. Comme on trouve le minerai avant 1880, qui est la loi donc, sur les mines, le sol et le sous-sol appartiennent aux propriétaires de cette époque-là. C'est ce qui fait que dans la région ici, on a vécu longtemps sous les bails amphithéotiques. Donc, je présume que vous connaissez qu'est-ce qu'un bail amphithéotique. Pour ceux qui l'ignorent, en fait, un bail amphithéotique, c'est qu'on vous permet de bâtir votre maison sur un terrain, mais la compagnie demeure propriétaire du sol et du sous-sol, et généralement, c'était des bails à raison d'1 $ par année pour 99 ans. La plupart des bails sont terminés. On a revendu des terrains aux propriétaires. Mais si je me rappelle bien, là, les derniers baux amphithéotiques ont terminé quelque chose comme en 2015-2016 environ.
Donc, ces bails-là terminaient. Ce qui fait que aussi, si vous vous promenez dans la région, souvent en dehors des axes routiers, vous allez avoir des grosses pancartes propriété Société Asbestos, propriété Lab Chrysotile. C'est parce qu'ils ont encore les titres de propriété. Et comme ça, on pouvait exproprier n'importe qui pour pouvoir aller chercher le minerai sous terre. Le seul endroit qui a fait abstraction de cet élément-là, c'est l'église Saint-Alphonse, le carré historique qui est l'église de presbytère, le couvent, qui, lorsqu'on voulu rebâtir l'église, la famille King a dit on va vous laisser le terrain, mais on garde le sous-sol. La fabrique n'a pas voulu construire en fait l'église sous cette condition-là, donc on a refusé. Et par la suite, donc, les Kings se sont réavisés et ont donné le sol et sous-sol à l'église Saint-Alphonse, ce qui fait que l'église est où ce que le centre-ville est aujourd'hui, en fait, mais c'est le seul terrain. On parle aussi, bon, vous n'êtes pas en terrain connu, on parle d'hygiène des conditions de travail. C'est une photo ici qui date de la fin des années 1890, environ 1895. On voit les travailleurs dans le puits de la mine King. Donc, en bas, vous avez les femmes avec des grands habits blancs, donc qui travaillaient ce qu'on appelait faire du cobbing, donc qui ont été francisés vers des gobeuses. Donc, on appelait ça des gobeuses. Ce sont des femmes qui travaillaient à marteler le minerai, en fait, avec un marteau de 4 livres pointu. Et ce qui donne environ, je vais vous montrer tout ça, je vais revenir par la suite, là, mais ce qui donne ceci. Ce sont eux les gobeuses. Donc, on est dans des ateliers et on casse le minerai et on sépare en bas, donc selon la grosseur, la longueur de la fibre, la qualité de la fibre. Et on reconnaissait ces femmes-là dans la société avec les doigts croches. Si on voulait savoir si une femme était gobeuse ou pas, on fait juste regarder les doigts d'une femme et on pouvait le savoir. Imaginez, vous donnez un coup de marteau, un marteau de 4 livres sur les doigts à répétition, jour après jour, année après année. Et ce mécanisme-là a fonctionné à la mine Johnson jusqu'à sa fermeture en 1964. Donc, jusqu'en 1964, les femmes faisaient encore du cobbing dans les ateliers. Et ensuite, on transportait le minerai à la pelle, où là, vous voyez, devant, il y a une balance. Donc, on pouvait peser et ensacher à même le site de séparation du minerai. Ici, vous avez également aussi des travailleurs, encore là, à la mine King. Là, vous avez les hommes au bas et vous avez également les enfants à l'avant-plan. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, là, on a quelques enfants. Moi, j'adore cette photo-là quand je vais présenter dans les écoles, parce que souvent, je demande aux enfants, je dis, est-ce que vous aimez l'école? Là, tout le monde crie, non, on n'aime pas ça. Puis là, je lui montre cette photo-là, puis là, je leur dis, écoutez, là, à 8-9 ans, là, vous êtes dans une mine, vous fumez du tabac à la pipe, puis vous creusez avec un pic et une pelle. Puis là, je recommence, je dis, mais vous, l'école? Oui, on aime l'école, c'est le fun, l'école. Donc, tu sais, il y a vraiment un changement de mentalité. Et pour vous donner un petit peu une idée au niveau des conditions de travail, un homme dans un puits à la fin des années 1800 gagne environ $1 par jour de travail. Une journée de travail, c'est essentiellement là, du lever du soleil au coucher du soleil. Okay, on y va comme ça. Une femme gagne 50% d'un homme. Et un enfant gagne 25% du salaire de l'homme. C'est à peu près, là, si j'arrondis, le travail, en fait, le salaire des travail. À cette époque-là, on peut penser que c'est pratiquement de l'exploitation. Mais lorsqu'on fait la comparaison avec des registres de magasins généraux, on se rend compte que c'est des très, très bons salaires à l'époque. C'est très bien payé. Mais pour les conditions de travail, effectivement, dans le puits, pour la santé, la sécurité des travailleurs, on repassera vraiment là, par-dessus ça. Je vous parlais donc des femmes qui faisaient du gobage. Les femmes vont aussi s'impliquer, en fait, au niveau des conditions de travail. En 1943, certaines femmes, en fait, pratiquement toutes les femmes du secteur de Black Lake vont signer une pétition demandant l'arrêt immédiat de l'émanation de poussière du moulin de la mine British Canadian. Et là, j'ai en tête Gabriel là, qui nous fait des recherches au centre d'archives. J'aurais pu lui montrer ce document-là, je pense qu'il serait content. On se rappellera. Donc, ils ont fait cette pétition-là, en fait, pour demander l'arrêt des poussières. Ça va être un branle-bas de combat entre le maire de Black Lake, Monsieur Alfred Lloyd Pennell, qui est gérant surintendant de la mine BC British Canadian, et ils vont se relancer comme de quoi qu'ils font des efforts, ils essayent de faire quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la poussière, on va impliquer le gouvernement là-dedans aussi. Et donc, ça devient un échange de lettres interminable à partir de 1943. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tellement faire de pression que finalement, on fait juste dire aux compagnies, remettez-vous-en aux bonnes volontés des compagnies. Les compagnies vont filtrer eux-mêmes leur poussière. Et les femmes, ce qui accusent les compagnies, c'est non seulement l'émanation à l'intérieur même des moulins, mais c'est exactement à l'extérieur, donc pour la ville.
Moi, petite anecdote, ma grand-mère m'a raconté souvent balayer le perron de la maison en plein été parce qu'il y a trop de poussière sur le perron. Déneiger l'auto en plein été parce que c'est de la poussière d'amiante. Dessiner, moi, ma mère m'a conté dessiner dans les moustiquaires de maison parce qu'il y avait de la poussière d'amiante dans les moustiquaires. Quand je suis arrivé à l'université en 2009, à l'université de Sherbrooke, j'ai rencontré quelqu'un, puis je lui ai dit, je viens de Tetford-Mines, il venait de Saint-Hyacinthe. Il me dit, ah, c'est là qu'il neige de l'amiante. Et là, j'ai frappé un mur, honnêtement. Mais quand même, donc, cette problématique de la poussière d'amiante va subsister jusqu'à la fameuse grève de 49, un des endroits marquants où l'histoire de Tetford-Mines va fusionner avec l'histoire de Val-des-Sources. Donc, cette grève qui va débuter à la Saint-Valentin, donc le 14 février 1949 à Tetford-Mines, la veille à Asbestos, c'est l'ensemble pratiquement des travailleurs de la région qui vont tomber en grève. Donc, Tetford-Mines, le seul endroit qui n'aura pas de grève, c'est la Bell Asbestos Mine qui va signer des ententes sur les conditions de travail différentes. Et à East Broughton, tout ce qui est la Boston Asbestos Company va ne pas aller en grève parce qu'eux autres, en 1942, ils ont goûté à une espèce de lockout un peu tordu. Fait qu'eux, ils n'ont plus le goût de se signer avec les patrons, donc ils ne vont pas en grève. Donc, tous les autres membres, toutes les autres mines à Tetford-Mines vont tomber en grève. Donc, la Nationale, la British Canadian, la Beaver, la King, la Normandie. Donc, tout le monde part en grève. Et ça va culminer avec la nuit du 5 mai 1949 à Asbestos, où là, vraiment, il y a la barricade de la ville au complet. Donc, c'est environ 2000 grévistes qui vont partir de Tetford-Mines, qui vont aller rejoindre les grévistes à Asbestos, qui possèdent 25 policiers municipaux à cette époque-là. Et pour ce faire, en fait, là, pour aller, comme on dit, casser la baraque à Asbestos, les grévistes apportent tout ce qu'ils veulent avec eux. Des pierres, des fourches, des pelles, des bâtons, des matraques. On amène vraiment un attirail assez particulier dans le but, en fait, essentiellement, d'empêcher la compagnie minière, John Mansfield, de continuer à opérer avec des briseurs de grève. Grosso modo, là, c'est pas mal l'enjeu à cette époque-là. La compagnie va avoir peur, la ville d'Asbestos va avoir peur. Ils craignent vraiment à une espèce d'émeute, à une espèce de révolution. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander l'appel des renforts des polices provinciaux. Et les policiers provinciaux vont avoir l'autorisation de tirer à vue quiconque sans mandat, sans autorisation. Et lorsque ça vient aux oreilles de l'abbé Philippe Camiran, l'abbé Philippe Camiran va demander en fait aux grévistes de se rétracter, d'essayer de retourner soit chez eux, soit chez des amis. Donc, on va essayer de calmer le jeu, mais la ville est déjà barricadée dans ce sens où on a utilisé de l'équipement minier, on a utilisé les voitures de police, les voitures des gens pour barricader les entrées, les ponts et toutes les sorties de la ville. L'abbé Camiran va vraiment calmer le jeu énormément, de sorte que les grévistes vont retourner chez la plupart de chez leurs amis. Et bien, un bon nombre d'entre eux vont aller à l'église à Asbestos, qui est considérée comme un sanctuaire à cette époque-là. Donc, l'église, on ne peut pas entrer dans l'église pour faire des arrestations. C'est considéré comme des sanctuaires, sauf que les policiers vont encercler littéralement l'église en attendant que quiconque sorte. Le 8 mai 1949, donc, c'est le juge Hartley O'Brady qui va faire une lecture d'actes d'émeute sur le perron de l'église, comme quoi que quiconque, en fait, qui sort et qui est retrouvé dans les rues à cette époque-là est passable d'un emprisonnement à perpétuité, en fait, et ce, à peu près sans jugement. Donc, c'est vraiment la prison directe. Et, comme je vous dis, donc, aussitôt qu'un gréviste sort sur le perron juste pour prendre une bouffée d'air ou voir comment il fait dehors, il se fait ramasser par la police, il est tabassé et on l'envoie directement à la cour ou à la prison. Ce qui est un peu particulier, en fait, c'est que les grévistes vont décider de sortir de chez eux, de sortir de l'église pour retourner chez eux. Le problème, c'est qu'on va commencer à arrêter les gens qu'on considère à cette époque comme étant des communistes. Il faut savoir, à l'époque, qu'est-ce qu'on a plus le peur? La peste noire et les communistes. Donc, on a tellement peur que les grévistes soient de nature communiste, avec l'URSS entre autres. Donc, on va commencer à les créditer de communistes et on va les arrêter parce qu'un communiste, à l'époque, on peut le détenir 1 an, sans mandat, sans information, sous aucun soupçon, juste sous le soupçon qu'il ait pu travailler ou propager de l'information communiste. Donc, en accolant grévistes communistes ensemble, on peut faire un beau melting pot et arrêter ces gens-là pour n'importe quelle raison. Et non seulement on les arrête, mais on va être très créatif et ingénieux au niveau de la brutalité policière. Au niveau de la brutalité policière, on détermine 3 degrés. Le premier degré, c'est des menaces. Généralement, on prend quelqu'un, on l'assise sur une chaise, puis on lui demande qu'est-ce qu'il sait.
qu'est-ce qui c'est sur les gens qui ont barricadé la ville, qui était là cette nuit-là. Puis pour le faire parler, on fait des petites menaces, genre, ça serait dommage qu'il arrive de quoi à tes enfants, on sait ta femme elle habite où, tes parents vont-tu bien. Donc on fait des menaces. Après ça, si ça ne marche pas, on passe au deuxième degré, qui est des petites claques en arrière de la tête, un petit peu ses joues, on brasse un peu la personne, coup de poing, coup de pied, et on essaie d'avoir des aveux comme ça. Si on n'obtient pas d'aveux, là, on passe au troisième degré de violence, et là, en termes d'ingéniosité, c'est créatif, là, mais pas à peu près. La matraque, barre de fer, il y a des grévistes qui racontent être descendus du deuxième étage, mais pas par les escaliers. Il y a un gréviste qui racontait à la cour être passé du salon à la cuisine, de la cuisine au salon, mais pas par la porte, par le mur de gypse. Puis il n'est pas revenu par le même trou. Donc, on est vraiment ingénieux et on essaie de tabasser les gens le plus possible pour obtenir des aveux. Et là, vous vous dites, ouais, mais là, à un moment donné, ces gens-là sont amochés, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est pas compliqué. On fait venir le médecin de la compagnie minière et on lui demande, bon, cher docteur, cet homme peut-il encore prendre 2-3 petites claques en arrière de la tête? Et là, le médecin regarde, puis il dit encore un petit peu, mais allez-y mollo. Puis on donne 2-3 petites claques, puis on le brasse, puis on refait revenir le médecin, on essaie d'avoir un diagnostic comme ça. Et c'est la façon qu'on procède pour obtenir des aveux à cette époque-là. D'ailleurs, les photos que vous voyez, ce sont des photos qui ont paru dans les journaux à l'époque. Les grévistes, lorsqu'ils sont arrivés à la cour, donc pour leur jugement par la suite, n'avaient pas le droit de se parler entre eux, n'avaient pas le droit de rencontrer d'avocats, n'avaient pas le droit de rencontrer leur famille. Donc, on les a fait entrer par l'arrière du palais de justice pour pas que les journalistes voient l'étendue des dégâts, en fait, physiques sur les grévistes. Petit rappel, la grève de 49, c'est quoi en fait? Ce sont les demandes que vous voyez là. Donc, l'élimination de la poussière à l'intérieur et à l'extérieur des moulins, la hausse de 15 cents de l'heure pour les rémunérations à l'heure, une prime de 5 cents de l'heure pour le travail de nuit. On voulait aussi une rémunération double le dimanche et les jours de fête. On voulait que la compagnie procède à un fonds de sécurité. On voulait qu'il y ait une cotisation obligatoire, donc la Formule 1, la cotisation syndicale. On demandait également la consultation du syndicat pour les promotions, le transfert et les congédiements. 9 jours de fêtes chômées et payées, 2 semaines de vacances après 2 ans et 3 semaines de vacances après 20 ans de service. Ce sont les demandes. Initialement, la compagnie dit, nous, on ne traite pas avec des grévistes, encore moins avec des communistes. Donc, on vous offre 10 cents de l'heure d'augmentation. La grève va éclater, s'ensuit tout ce que je vous ai raconté, et on va arriver à la fin avec un consensus qui est une augmentation de 10 cents de l'heure, 3 semaines de congé après 25 ans de service et 4 jours de fêtes chômées et payées dans l'année. Et là, ça, on est une grève qui part, comme je vous dis, de février 1949 jusqu'au 1er juillet 1949. Donc, on va mettre une espèce de cessez-le-feu où on va décider de retourner à l'emploi. On va mettre le tout en médiation qui va se régler en décembre. Et les compagnies minières vont accepter de reprendre à leur travail tous les travailleurs qui n'ont pas été accusés de façon criminelle dans l'affaire d'asbestos. Et pour la poussière, le jugement de cour va dire qu'on s'en remet à la bonne volonté des compagnies minières pour la gestion et l'émanation des poussières. C'est en gros la grève de 49 ce qu'il va faire. On va passer des années, la grève de 75 va arriver, la grève de 1975, et va reprendre essentiellement le même combat. Donc, je vous en fais grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ce que je voulais faire, c'est que là, je vous ai parlé un peu du développement, de l'implication des compagnies minières. En fait, la compagnie minière, elle est partout. Hein. Tu sais, je vous dis, la mine s'est développée avant la ville. Puis pour vous donner un exemple très probant de ça, le premier maire de Thetford Mines, Benson James Bennett, était gérant de la Bell Asbestos Mine. Donc, lorsque la Bell veut négocier quelque chose avec le conseil de ville, là, il y a un petit conflit d'intérêts. Donc, c'est vraiment particulier à cette époque-là où tout est entremêlé et longtemps, on va toujours dire au conseil de ville que la ville a les mains liées avec les compagnies minières parce que la compagnie minière est plus grosse que l'administration municipale. Donc, ça a été longtemps un problème. En fait, pratiquement jusqu'à la fin des mines même, je dirais. Pour vous montrer un petit peu encore là cette proximité entre les compagnies minières, en fait, et le développement de la trame urbaine, on va prendre un cas assez précis. En fait, on va prendre la rivière Bécancour. On va prendre un cas environnemental. Donc, ici, vous avez une carte de Thetford Mines et Black Lake aux alentours de 1954. Donc, on se situe un petit peu ici. Donc, vous avez complètement à votre gauche le lac Noir. Et puis, on s'en va vers la droite. Donc, on s'en vient le secteur de Black Lake, le secteur de Thetford Mines, avec le centre-ville où on a les principaux plans miniers, donc mine Johnson, Beaver, King et la mine Bell Asbestos, alors que nous, au centre des congrès, on est à l'extrémité droite complète de la carte, là, pour vous situer un petit peu.
Donc, on va prendre le secteur direct en plein ville de Thetford Mines, donc, et vous montrer un peu là, le lien entre les deux. On est en 1957, inondation du quartier Notre-Dame. Donc, la rivière sort de son lit, on inonde les maisons, et qu'est-ce qu'on fait? La compagnie minière va fournir les camions, le matériel et les bras pour emmurer la rivière Bécancour, directement. On règle le problème, on emmure la rivière. On poursuit. On va avancer un petit peu. On va aller vers ce qu'on appelait la Tracelle, dont le pont de la mine Belle. On est en 1957. Donc ici, vous avez le pont de la mine Belle, qu'on peut traverser le minerai, donc du plan minier au halde directement. D'ailleurs, en passant, la structure métallique que vous voyez là sont la récupération du pont de Québec tombé dans les années, à la fin des années 10. Hein. Donc, le pont de Québec est tombé deux fois de trop, vous me direz, mais on a récupéré le métal pour faire la structure ici à la mine Belle. Donc, vous voyez encore là, donc vraiment, on voit le bas, là, les haldes sont à côté après la rivière. On a même essayé d'emmurer avec quelques blocs de béton pour pouvoir. Et ce qu'on va faire, en fait, on va remédier à ça, c'est qu'on va littéralement, encore là, emmurer, en fait, dans un tuyau, la rivière Bécancour, de sorte à ce qu'on règle la question de l'érosion de la halde, pour pas se poser en fait, on va créer vraiment une entité, en fait, pour la rivière. Structure qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui. On va continuer à passer sur le pont par-dessus. On poursuit un petit peu aussi donc, dans ce qu'on appelait le quartier de l'ancien Saint-Maurice. Vous voyez ici la rivière Bécancour donc, qui longe le quartier, qui longe les halles quand même assez loin en soi. Et avec l'expansion minière, en fait, veut pas, avec le temps, ce qui arrive, c'est qu'on doit agrandir les halles. Donc, les halles vont aller directement s'accoter sur la rivière et on va tout simplement repousser l'élément naturel de la rivière en ajoutant de plus en plus de minerais sur la halde. Donc, on ne se questionne pas, on ne se soucie pas à savoir si on doit déplacer la rivière en amont, est-ce qu'on doit bouger quelque chose. Elle va se déplacer de soi-même, on la repousse constamment. Et le summum de la rivière, en fait, c'est le lac Noir, qui était, qui est aujourd'hui le puits à ciel ouvert, qui était le lac d'amiante du Québec. En fait, le lac était un lac. En fait, il y avait un chalet. Il ne faut pas penser que la villégiature non plus est très développée à cette époque-là. Il y avait un seul chalet autour du lac. Et vous donnez un petit peu une idée de ce que ça pouvait avoir l'air à l'époque. Donc, on a vraiment le lac. Et on va pomper en 1955-1956 l'entièreté du contenu du lac Noir. Et on va rediriger l'eau le long en fait, de la route 165 vers Saint-Ferdinand. Et on va créer ce qu'on appelle l'étang Stater. Le lac à la truite aussi a beaucoup de. Je sais qu'il y a des études de Gros-Bec par rapport à ça. Je regarde M. Vizina, ils ont travaillé énormément sur le dossier aussi de tout l'envasement du lac par rapport aux sédimentations. Et ce qu'on faisait avec la pompe qui s'appelait Fleur de Lys, c'est un tuyau de 2 pieds de diamètre, donc 24 pouces de diamètre, qui pompait au roche-bout. Tout ce qui passe dans 2 pieds rentrait dans la pompe, puis ça s'en allait. Et on réarrosait, vous le voyez sur la photo, donc on réarrosait les parois du lac pour faire tomber la vase. Et ce qui était particulier avec le lac Noir, c'est que c'est pas un filon d'amiante qu'il y avait dedans, c'est que c'était une cuvette d'amiante. C'était littéralement un gros bol de céréales d'amiante, là. Et là, lorsqu'on a fini de creuser, qu'on a fini d'enlever la vase, on n'avait qu'à gratter le minerai pour l'extraire. Donc, c'était extrêmement payant pour la compagnie parce qu'une fois le lac vidé, pompé, on tombait sur une cuvette d'amiante pratiquement authentique. Donc, c'était très, très, très facile. Donc, aujourd'hui, bon, là, vous voyez le puits un peu dans les années 70, ce que ça donne avec le changement à cette époque-là. Les compagnies minières ont aussi eu d'énormes impacts sur l'urbanisation de la ville, le développement, le mouvement. En fait, si je vous dis l'expansion minière, la ville suivait au gré de l'expansion minière. On a eu ce qu'on appelle les grandes mouvances ici. Donc, si vous entendez parler du quartier Saint-Maurice, c'est un quartier entier qui a été déménagé. En fait, on a créé une compagnie qui s'appelle la Relocation Limited, qui était une compagnie qui était basée à partir des compagnies minières. C'est les compagnies minières qui ont payé à peu près l'entièreté du déménagement. Donc, comme ils étaient sous bail amphithéotique, les compagnies étaient propriétaires du sol et du sous-sol, ils ont juste exproprié, en fait, les propriétaires. Tu avais 2 choix, tu étais déménagé ou tu étais démoli et tu étais acheté. En fait, on achetait, on démolissait ta maison. Donc, il y a eu, en réalité, il y a eu 2 phases de déménagement. Moi, je dis 2.5 parce qu'il y a toujours eu des oubliés là-dedans. Donc, en 1955, donc, on va déménager les gens qui seraient à peu près dans l'actuel trou. Sur la photo, là, dans le fond, ça serait à peu près, les gens seraient dans le trou. Et on les a apportés plus haut dans le quartier, ce qu'on a appelé le parc Johnson. Donc, en 1955, on déménage les gens à cet endroit-là.
Et on va se rendre compte que c'est pas assez parce que la mine grandit, et on arrive aux abords de l'église Saint-Maurice, qui est juste ici. Et donc, on va décider de déménager l'entièreté des gens, donc inclusivement ceux qui ont été déménagés dans une première vague. Donc, vous avez une photo ici d'un avant et d'un après de ce que ça pouvait avoir l'air. Donc, on a littéralement déménagé les maisons et on a démoli les plus gros bâtiments. Donc, l'école que vous voyez sur la photo de droite, qui est l'Académie Saint-Maurice, a été démolie. L'église Saint-Maurice, on a fait une dernière messe et il y avait tellement hâte de la démolir qu'en sortant sur le perron, la boule attendait déjà pour abattre le clocher. Donc, on a abattu l'église. Et là, je ne sais pas, il y avait la tête où, mais ils se sont dit, pour ne pas éveiller trop de soupçons puis attirer des curieux, on va mettre le feu d'un restant la nuit. Fait qu'en pleine nuit, ils ont allumé le brasier dans l'église Saint-Maurice, puis ils ont fait flamber ça, et là, ça a attiré des tonnes et des tonnes de curieux. C'est comme ajouter l'insulte à l'injure, là. Les gens étaient insultés de ça. Ils disaient non seulement ils démolissent notre église, en plus, ils l'incendient de nuit. Donc, c'est un peu particulier. Je vous dirais qu'en termes d'acceptabilité sociale, les gens du quartier Saint-Maurice en ont une petite couche de plus par rapport à l'industrie minière dans la région. Donc, le déménagement va se faire. On va emmener les gens à l'arrière du cégep. Donc, aujourd'hui, le cégep, là, il serait situé juste ici. Il y a le petit boisé avec le musée minéraux au côté. Donc, on a la rue Smith. Donc, absolument rien le long du boulevard Frontenac, donc la route 112. Ça n'existe pas à cette époque-là. Donc, on va créer un quartier de toutes pièces à l'arrière du cégep. Et c'est les maisons qu'on va redéménager. Et en visitant ces maisons-là, vous savez si la maison a été déménagée une ou deux fois en montant au deuxième étage. Si vous avez le mal de mer en montant au deuxième étage, la maison a été déménagée 2 fois. C'est incroyable comment les maisons ont subi vraiment là, des transformations. C'est très particulier. Et lorsqu'on réaménage le quartier, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on va déraciner des gens d'un quartier qui est dans une même ville avec les mêmes voisins, la même personne, et on va les réinstaller dans un quartier fabriqué de toutes pièces. Quand je dis fabriqué de toutes pièces, c'est qu'il y a à peu près 2 considérations lorsqu'on réaménage les gens qui ont été déménagés dans ces maisons-là. La première, c'est qu'on va essayer d'identifier les maisons toutes du même style ensemble. C'est qu'on va essayer de recréer des maisons construites dans le même style dans chaque rue pour essayer de donner un semblant d'uniformité de quartier. Et l'autre, c'est qu'on va demander aux propriétaires certaines recommandations dans le rapport de déménagement. Dans les archives de la ville à Telford Mines, chaque maison qui a été déménagée a un rapport de déménagement, c'est-à-dire qu'il y a une photo sur 4 façades pour les assurances et il y a est-ce que la maison a été achetée, déménagée, vendue, démolie. Donc, on a tout le rapport et on a des fois les recommandations du propriétaire. Ce qui est très spécial, c'est qu'il y a certains propriétaires, mettons, on va le nommer M. Y. Okay? M. Y écrit dans son rapport « Lorsque je serai réaménagé, s'il vous plaît, ne me mettez pas à côté de mon voisin, M. X. Je crois qu'il ne m'aime pas la face. » Et là, tu te dis « Hey, j'ai hâte de tomber sur le rapport de M. X. » Et là, tu tombes sur le rapport de M. X, tu te m'as regardé, puis là, M. X, il dit « Lorsque je serai déménagé, s'il vous plaît, ne pas m'installer à côté de M. Y. J'y aime pas la face. » Au moins, ils s'entendaient sur une chose. Tu sais, c'est quand même pas pire, mais on a tous ces rapports-là, donc pour suivre un peu le développement des maisons, c'est quand même un peu particulier. Et pour déménager les maisons, voici la technique utilisée. Donc, on soulevait les maisons, donc on perforait les fondations et on soulevait à l'aide de poutres la maison qu'on transportait à l'aide d'un camion. On raconte que c'était tellement stable qu'on pouvait laisser un verre d'eau sur le comptoir et lorsqu'on redéposait la maison sur les nouvelles fondations, le verre d'eau était resté sur le comptoir sans être renversé. Donc, c'est quand même assez particulier. Puis, on déménageait de 3 à 4 maisons par jour avec cette technique-là. Quand je vous ai dit 2,5 phases de déménagement, c'est que vous voyez un petit peu au fond de la photo, en haut, donc il reste quelques maisons un peu aux abords du Puy-Minier, qu'on appelle le quartier Mitchell. Le quartier Mitchell a longtemps resté dans la perspective d'un déménagement. Donc, on disait on a déménagé le quartier Saint-Maurice. Et après, on déménagera en phase 3 le quartier Mitchell pour le rapatrier, en fait, pour le reconnecter à Telford Mines. Le problème, c'est qu'on va repousser le déménagement, de sorte que les gens vont aussi arrêter d'entretenir les résidences parce qu'ils se disent, bon, on va peut-être être déménagé l'an prochain. Ce qui fait que le quartier n'a jamais été déménagé. Et dans les années 90, c'était tellement délabré en fait que la ville a dû remettre des programmes de rénovation urbaine pour revamper les maisons puis redonner un peu un coup de jeunesse aux maisons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le quartier, c'est quand même très joli, c'est très beau. En fait, ça a tout été rénové puis on ne voit plus la différence. Mais à une certaine époque,
quand j'étais plus jeune, je dirais, on voyait vraiment qu'il y avait encore cette mentalité-là, on va peut-être être déménagé constamment. Fait que c'est un peu un point 2 parce que le point 2, en fait, c'est la rue Smith. La rue Smith qui est l'emblème des cartes postales de Thetford Mines, l'emblème de Radio-Canada de Thetford Mines. À toutes les fois que Radio-Canada, TVA venait ici, ils venaient prendre des images de la rue Smith. Il parlait d'un feu à Thetford Mines, il montrait la rue Smith. Il parlait d'un meurtre à Thetford Mines, il montrait la rue Smith. C'était la rue Smith partout. Donc, c'est cette particularité-là d'être construit entre deux halles de minerais. Et en fait, cette particularité, comme je vous dis, c'est que les maisons, on a voulu les déménager. Et pour ce faire, bien, en fait, on a passé par des grues. Donc, à Thetford Mines, dans les années 50, 60, il y a une effervescence d'ingénierie qu'on ne voit à nulle part. On déménage des maisons, on construit des engins sur mesure, on développe une industrie qui n'existait pratiquement pas. Tu sais, le fameux principe de si ça existait, on l'aurait. Bien, à Thetford Mines, c'était comme ça. À Thetford Mines, on créait des affaires pour répondre à un besoin. On créait des outils, on créait de la machinerie. Donc, l'ingénierie, je vous dirais pratiquement nationale, se passait ici parce qu'on développait énormément de matériel, énormément d'équipements à cet égard-là. Va arriver par la suite, donc, la nationalisation de l'amiante. Donc, avec l'initiative du Parti québécois en 1976, on va commencer à émettre l'idée de nationaliser ce minerai-là. On va donc créer aussi la Société nationale de l'amiante pour chapeauter, pour encadrer le fonctionnement de l'industrie minière de l'amiante. Et va arriver, là, je vous passe encore ça rapidement, mais va arriver la riposte de l'Agence de protection environnementale des États-Unis qui vont commencer tous les mouvements de boycott de l'amiante, avec aussi tout l'aspect de la grève de 1975 où on va tabletter énormément sur l'aspect dangereux, l'aspect santé du minerai, parce qu'on veut qu'on élimine les poussières, on veut la santé des travailleurs. Ça s'est un peu reviré contre eux à un certain égard. Donc, on va commencer à connaître et à faire davantage d'études sur l'aspect des santé des populations, santé publique, santé des travailleurs. Et on va donc reprivatiser l'industrie par les libéraux jusqu'à ce qu'il y ait fermeture complète en 2012, donc autant de la mine Lac d'Amiante du Québec que de la mine Jeffrey à Val-des-Sources. Donc, c'est une industrie qui a recommencé avec le Parti québécois et qui aura terminé avec le Parti québécois, qui a reconnu un peu ses hauts et ses bas. Donc, rapidement. On ne peut pas parler d'amiante, en fait, sans parler tout de la côté acceptabilité sociale. Je vais me détacher un peu de mon chapeau d'historien, puis je vais y aller peut-être un petit peu plus avec du ressenti, puis avec, tu sais, ça fait 12 ans que je suis au centre d'archives. Je suis né en 1987. Je suis de la génération qui n'a connu que le déclin de cette industrie. Moi, quand j'étais jeune, c'était ce que j'entendais à la radio communautaire, dans les journaux, c'était la fermeture d'une mine qui ferme temporairement, qui réouvre, qui ferme, des gens qui perdent leur emploi, des entreprises qui ferment parce qu'ils sont tributaires de la mine. Donc, je n'ai connu que cet aspect un peu particulier-là. Et je trouve ça le fun parce que quand je vais donner des conférences, des fois avec des gens, d'autres professeurs qui sont plus vieux que moi, puis eux, c'est l'inverse, sont connus comme un peu plus l'âge d'or de l'amiante. On a vraiment deux visions différentes de cet élément-là. Mais pourquoi je vous parle d'acceptabilité sociale? En fait, c'est que ça l'a fait le bonheur d'une région et ça l'a fait le malheur de la région. Et ça, c'est applicable autant à Thetford Mines qu'à Val-des-Sources. Pour plusieurs générations de travailleurs, l'industrie de l'amiante a mis du pain sur la table. Et pour la dernière génération de travailleurs, c'est une industrie qui leur a volé leur fonds de pension puis qui leur a enlevé leur emploi. Fait que quand on arrive au niveau de la question de l'acceptabilité sociale, il faut se confronter à cet élément-là, donc qui est un peu particulier. Et pas plus tard que ce midi, je dînais avec un ancien mineur et je lui parlais un peu de la conférence que j'allais donner et je lui parlais de cette diapositive-là sur l'acceptabilité sociale. Puis tout de suite, il me coupe, puis il me dit « Patrick, il dit moi là, il dit KB3, le puissant historique d'Amin King, puis valoriser... Et moi, il dit, je compte ça. » Mais j'ai dit, monsieur, je me suis dit, je dis, pourquoi vous êtes contre ça? Ben, il dit, ça m'a enlevé mon fonds de pension, ça m'a enlevé ma job. Il dit, pourquoi on irait faire un monument à une industrie qui nous a tout enlevé? Mais j'ai dit, monsieur Grégoire, j'ai dit, cette industrie-là, est-ce qu'elle vous a tout enlevé ou elle vous a tout donné aussi? À un moment donné, il faut faire la part des choses également là-dedans. Et je le sais que depuis que je suis au centre d'archives, donc depuis 2012, KB3 a commencé à cheminer dans ces années-là, donc c'était même pas encore, c'était sur les papiers encore dans les plans. Je vois M. Brousseau. M. Brousseau a fait ses premières campagnes avec KB3 également. On a fait des consultations publiques. Je me rappelle avoir été là dans les premiers temps. Et l'argumentaire des mineurs, c'était on a perdu notre job, on a perdu notre fonds de pension. Pourquoi faire un monument à cette industrie? Et c'est un peu particulier, mais je dis aujourd'hui que tant qu'il va rester des mineurs, qui sont une source d'information incroyable pour l'histoire, mais tant qu'il va rester des mineurs qui ont ce sentiment amer-là, ça va être très difficile de valoriser
l'histoire et le patrimoine minier, parce qu'il y a toujours cette petite pointe-là qui vient nous chercher. Et ça nous amène un petit peu au dernier point, que quand je mentionne l'absence de scolarité, d'éducation d'une génération. Tu sais, ici, on ne se posait pas la question à savoir si on allait à l'école ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va travailler dans les mines. Les gens, ils sortaient à 12, 13, 14 ans, ils faisaient la 5e, 6e, 7e année. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans les mines. On va dans les mines, c'est payant dans les mines, il y a de l'ouvrage dans les mines, on rentre dans les mines. Et donc, pendant longtemps, il n'y a pas eu cette question-là. Il était le mouton noir de sortir de la région pour aller étudier à l'université. Qui sortait pour étudier? Le notaire, l'avocat, le médecin, le curé. Donc, c'est assez particulier. Et donc, lorsque l'aspect éducation rattrape les gens, et tu sais, on ne se posait pas cette question-là il y a 20 ans. Là. Moi, lorsque j'ai fait mes études à l'université, je me suis posé la question à un moment donné à savoir si je fais une maîtrise, est-ce que je suis trop scolarisé pour revenir dans ma région natale? Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir revenir travailler à Telford Mines parce que j'ai le goût de venir ici? Donc, aujourd'hui, c'est de moins en moins fréquent parce qu'il y a beaucoup de travail en termes de professionnels de travail, beaucoup de recherches qui se fait, beaucoup de postes qui se créent dans des domaines plus scolarisés. Façon de parler, il y a moins peut-être de jobs manuels, façon de parler un petit peu. Mais pendant longtemps, il y a les mineurs, lorsque vous leur parlez, c'est pourquoi aller à l'école quand tu as des bonnes conditions dans les mines. Donc, c'est un petit peu particulier la région de Telford. On voit vraiment qu'il y a oui, il y a le patrimoine minier qui reste à nous, qu'on doit revaloriser, mais il faut garder en tête aussi que les gens qui ont travaillé là n'ont pas que des bons souvenirs de cette industrie-là. Puis aujourd'hui, en fait, il faut jouer avec cette acceptabilité sociale-là entre faire, je ne dis pas l'hégémonie, mais faire un peu le rappel du patrimoine minier de la région et de garder en tête qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un épisode très malheureux dans la région. Donc, je vous dresse un portrait très général, très gros un petit peu, mais je pense que ça vous met un petit peu l'eau en fait dans le bain sur savoir comment la région s'est développée et pourquoi, peut-être que vous ne le remarquez pas sur les routes, mais comment, vu d'en haut, la mine et la ville s'est imbriquée ensemble, puis un ne peut pas aller sans l'autre, et vraiment, là, c'est vraiment conjoint. Donc, c'est vraiment une ville minée ou une ville minière, c'est l'essentiel même du développement de Telford Mines et de Val-des-Sources. Merci beaucoup. Restez ici, M. Hood. Très intéressant. On a le temps des questions. Puis on peut aller à n'importe quel moment de l'année. On recule jusqu'à 200 ans à peu près? On recule un bon 100 ans. Un bon 100 ans. On regarde le premier 100. On regarde le premier 100. On a ici, on se nomme, s'il vous plaît. Je pense qu'il est déjà ouvert. Non. Merci, M. Laroche. René. OK, est-ce qu'on s'entend? Oui. L'autre commentaire, je pense que les Québécois en général, et nous, bien entendu, ici, on n'a peut-être pas la tradition des Américains, des Anglos, etc. On est allé à Lowell, Massachusetts. J'y étais avec vous. Ah, tu étais? Bon, OK. Fait qu'on allait dans les restaurants, etc. C'est une ville de textile. Oui. Dans tous les restaurants, tu avais des vieilles photos, etc. Fait que tu ne te posais pas la question, c'est quoi que cette ville-là? Pourquoi il y a une ville qui s'appelle Lowell? Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y avait juste une petite affaire aussi pour, comment est-ce qu'il s'appelle? Jack Kerouac. Jack Kerouac, un petit musée. C'est un Québécois qui a laissé sa marque là-bas. Fait que moi, je trouve ça génial. Merci. Merci. Mais effectivement, j'aime l'idée que vous parlez de Lowell parce que lorsqu'on est allé visiter cet endroit-là, tous les commerces, que ce soit un restaurant, un magasin de vêtements, un magasin de souvenirs, il y avait toujours une photo au mur de la région, il y avait toujours un élément, un vieux métier à tisser, des fuseaux de bobines, il y a toujours quelque chose qui n'est pas présent ici. Honnêtement, on n'a pas ça dans la région. Au centre d'archives, on a tellement plein de photos et il y a quelques années, il y a un seul commerce qui avait des mosaïques de photos, c'était le McDonald's. Le McDonald's avait des mosaïques de photos de la région qui ont enlevé avec des rénovations par la suite. Maintenant, on a la microbrasserie des Halles qui fait un rappel. Val-des-Sources a le Moulin 7, qui est une microbrasserie également. Mais je pense que Val-des-Sources, en tout cas, ma perception à moi, a commencé davantage à faire ça, de mettre elle-même des photos. Je ne fais pas une pointe, j'en vois à personne, mais à Telford Mines, je ne connais aucun commerce
qui présente des photos historiques de Thetford Mines, que ce soit du commerce lui-même, de son propre commerce, ou des photos génériques, genre aller chez le dentiste puis qu'il y ait une vue aérienne de la ville. Il y a ça nulle part. Donc, je pense que, tu sais, on parle d'acceptabilité sociale, mais je pense que tant que les gens eux-mêmes ne vont pas eux-mêmes s'approprier cette histoire-là, c'est difficile de la vendre à l'extérieur du territoire. Merci, Patrick. On m'entend? Pas vraiment. Pas vraiment. OK, parfait. Merci, Patrick. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Là, moi, je t'écouterai des heures. Peut-être une question avec l'arbre généalogique. Là. C'est-tu toujours l'arbre généalogique qui est, comment dire, à jour ou on le sait-tu? C'est ce qu'il y a le plus de complet qu'on a sur la société Asbestos. Je rêve un jour d'avoir accès à l'entièreté des archives de la société Asbestos et d'écrire leur histoire. C'est un rêve. Là, on a mis la main sur beaucoup de plans grâce à la collaboration de la société Asbestos. D'ailleurs, on a amassé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de plans. J'ai arrêté de compter parce que ça n'a aucun sens. Mais j'aimerais un jour, je sais qu'ils ont les archives pratiquement depuis le début. Fait que, ils ont sûrement les procès-verbaux. On aimerait recréer un peu d'où c'est parti. Mais c'est la chose qu'on a le plus complet, cet arbre généalogique-là. Mais c'est très difficile parce qu'on a difficilement accès aux archives. Je vous donne un exemple très précis. Là. Lac d'amiante du Québec, Lac Asbestos, lorsqu'ils ont fermé la mine, que le syndic a fermé, que tout le monde a passé, ils nous ont fait venir pour récupérer des petites statues en bois avec un minerai d'amiante, puis des boîtes vides pliées avec le crest de l'arbre chrysotile. Et là, on a demandé aux gens, il y a des archives, il y a quelque chose. Puis nous, c'est jamais dans une mentalité de sortir des bobos. Il doit y avoir une trace d'histoire de cette compagnie-là. Et ce qu'on nous a dit en riant, là, c'est ça fait 2 semaines qu'on brûle la benne du 100 tonnes dehors avec des boîtes. Donc, les gens ont entièrement détruit l'historique d'une compagnie qui a marqué la région depuis 70-75 ans. Là. Donc, c'est très difficile de mettre... Fait que les archives qu'on a, dans le cas de l'arbre généalogique que vous avez vu, en fait, c'est l'arbre généalogique qui a été dessiné par Clément Fortier, qui était médecin de la compagnie minière, Lab Chrysotile, donc qui était médecin de la Lac Asbestos, et il avait accès privilégié aux archives. Donc, le seul témoignage qu'on a de lui, c'est le livre qu'il a écrit. Il n'y a aucune source, aucune référence. On doit se fier à son bon vouloir. Lui, il avait accès au classeur. Il a écrit l'historique de la compagnie, l'historique de Black Lake, et c'est l'arbre généalogique que lui en a retiré. Mais c'est très difficile d'aller contredire ça. J'ai pratiquement rien pour le faire. Puis, une autre question, j'entendais, là, parce que les perceptions nous intéressent particulièrement. Tu sais, tu disais... Les personnes, les anciens mineurs, tout ça, ont comme une amertume. Une amertume. J'avais crotte sur le cœur, c'est pas le meilleur terme. Ont une certaine amertume et tout ça. Puis tu racontes de l'autre côté que la société, quand même, possède encore les terrains, les sous-sols. Y a-tu un côté, dans le fond, qu'est-ce qui a expliqué qu'ils ont perdu leur fonds de pension, puis tout ça à la fin, ou s'ils ont des propriétés, puis... là, c'est complexe. Je ne voudrais pas m'avancer en terrain un peu moins connu, mais tu sais, dans le fond, c'est sûr que lorsque la compagnie ferme, général, fonds de pension, il y a eu des cas où ils ont retrouvé certaines sommes, ils ont eu des choses, mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, tout simplement. Et là, c'est juste l'amertume d'avoir perdu un emploi à 30, 40... T'sais, on ne se cachera pas, là, les mines, c'était la démesure totale. Là. Okay? Moi, je me suis fait compter des choses du genre, le gars, il rentrait sur son chiffre à 8 heures, il dormait jusqu'à minuit, puis à minuit 5, il y a quelqu'un qui venait le réveiller pour aller remplir sa feuille de temps, puis il s'en allait. Puis tu sais, c'était connu, les compagnies n'en faisaient pas de cas, parce que c'était plus simple laisser le gars dormir là que de courir après pour le faire travailler, parce que la machine fonctionnait pareil, il rentrait de l'argent, il sortait de l'argent. C'était la démesure complète, là, les mines, à une certaine époque. Là. Fait que tu sais, les gens, juste de perdre un bon emploi, parce que, comme je vous dis, c'est des gens qui n'avaient pas de scolarité. Là. C'est des gens qui arrivaient là puis qui apprenaient sur le tas, tout simplement. Puis quand les gens ont perdu leur fonds de pension, à la fin, ou que les fonds de pension ont été réduits parce que les compagnies ont fait faillite ou quoi que ce soit, ou que les rendements n'ont pas été aussi bons, mais c'est la crotte sur le cœur qui reste, que j'aurais dû prendre ma retraite dans 5 ans en me disant « je vais avoir tel montant ». Et là, je n'ai pas ce montant-là, puis je dois retourner travailler au dépanneur du coin, au salaire minimum, puis... Tu sais, moi, il y a déjà un ancien mineur qui m'a dit « je vais être obligé de me forcer puis travailler ». Il y a un mineur qui m'a dit ça. Puis j'ai dit « c'est la nature même du travail ». Fait que finalement, c'est un peu la même problématique qu'on a aujourd'hui quand une compagnie ferme. Merci. Effectivement, oui.
J'aurais des questions Allons-y. des participants en ligne. Merveilleux. J'ai Eric qui demande, dans vos démarches de recherche archivistique, êtes-vous allé à la rencontre de certains citoyens ou familles pour approfondir des archives familiales? Oui, énormément. Donc, on a fait énormément de recherches au niveau des familles et de plus en plus, c'est ce qu'on fait. Le centre d'archives a été créé sur la base des archives syndicales. C'est-à-dire que l'histoire minière qu'on a, généralement, on l'a à travers les archives des syndicats. Donc, le centre d'archives, ce qui a été créé, donc on ramassait cette masse documentaire-là. Bon, là, je ne vous cacherai pas que des mines, il n'y en a plus. Donc, nous, il faut quand même se diversifier aussi comme centre d'archives. Donc, on a commencé aussi à aller beaucoup plus du côté familial, donc pour les archives familiales, pour les archives des compagnies ou des PME qui est autour aussi, parce que il n'y a pas juste que les mines. Donc, les archives familiales, on s'y intéresse. Le musée Minéraux, donc Minéraux, qui est l'ancien musée minéralogique et minier, a fait énormément de travail au niveau des anciens mineurs. Donc, tout ce qui est entrevue, colliger cette information familiale-là. Mais nous aussi, on le fait et j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Mme Lacombe de la Chambre de commerce. Le centre d'archives veut vraiment présentement... De facto, on pense qu'un centre d'archives, il faut que ça intéresse les personnes âgées. Donc, on avait souvent des projets avec des résidences de personnes âgées d'aller présenter des photos, présenter des événements. Et de plus en plus, on se rend compte qu'on doit contaminer la jeunesse. On doit aller voir les jeunes et leur faire comprendre que c'est important l'histoire. Et on essaie justement de rentrer dans les écoles pour cette histoire familiale-là. On a d'ailleurs un projet qu'on a déposé à la MRC à cet égard-là, qui est d'inciter les jeunes d'aller rencontrer leurs parents, grands-parents, et de faire des entrevues. Tu sais, tout le monde a un cellulaire aujourd'hui, là. C'est quoi d'aller rencontrer ses parents, puis juste de faire comme « Hey, papa, maman, vous êtes rencontrés quand? Dans quelles circonstances? T'as-tu été à l'école jusqu'à quelle année? C'était comment quand tu étais jeune? À sa grand-mère, ça représentait quoi l'Église pour toi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne connaissent plus ça. Moi, j'ai donné une conférence dans une école et je demandais aux étudiants, il y avait des questions, je demandais aux étudiants, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, dites-moi là, je vais vous l'expliquer. Puis souvent, il y avait le mot paroisse. On demandait c'était quoi la paroisse qui a été déménagée. Le mot paroisse, c'est un peu troublant parce que l'aspect religieux, ils ne l'ont pas. Et à un moment donné, il y a une petite fille, je suis en 5e année primaire, elle lève la main et elle dit « Monsieur, c'est quoi de l'amiante? » Là, j'ai dit « OK, on part de loin. » Fait que d'aller intéresser les jeunes à leur propre histoire familiale, c'est quelque chose qui commence à se faire énormément. Et c'est aussi une tendance aussi en histoire générale là, d'aller intéresser les plus jeunes sur cette histoire-là. Fait que oui, tout ce gros préambule-là pour dire oui. Mais c'est plus intéressant que d'entendre oui, oui c'est quand même. On en a une autre? Oui, il y a une deuxième question, toujours d'Éric. Sur la question de l'accessibilité sociale, comment aborder l'histoire de la région avec les citoyens dans une perspective respectueuse, mais aussi critique? Ah non, les gens sont très contents d'en parler. Hein. Si vous trouvez des gens du vieux quartier Saint-Maurice, là, un quart de crainte de taux, puis vous en avez une semaine, là. Les gens sont contents de parler de cette histoire-là. Les gens sont conscients, et sont conscients aussi des fois de la particularité. Je donne souvent l'image de... On voit un chantier de construction avec les scaphandres, l'équipement, pour respecter les normes. Puis là, tu as madame qui se berce sa galerie avec son petit chien, ou tu as monsieur qui passe, qui prend sa marche tranquille. Donc, tu sais, cette dualité-là, et les gens sont conscients un peu de cette particularité-là, sont conscients de la région, c'est particulière. Donc, les gens aiment ça en parler. Et tu sais, quand je vous dis les gens du Vieux-Saint-Maurice, il y a une fibre assez sensible. On en a fait des livres, on en a fait des documentaires, on en a fait... Il y a des fonds d'archives entièrement consacrés au quartier Saint-Maurice parce que ces gens-là, on les a déracinés d'un quartier. Puis quand on leur demande aujourd'hui, c'est quoi justement ton histoire familiale, bien, ils pointent le trou de la mine King Beaver, puis ils disent, ben c'est ça, mon histoire familiale, c'est rendu dans ce trou-là. Donc les gens, je pense qu'il n'y a pas de sensibilité à parler de cette histoire-là. Les gens aiment ça, parler de leur histoire, puis faut le faire en fait, parce que c'est ça. En fait, si on n'en parle pas de l'histoire, on reste cantonné dans nos petits créneaux. Et puis, justement, en partageant ce genre d'éléments-là, un peu comme je fais à vous aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu ridicule. La présentation que je vous fais d'environ 1 heure, ben, vous savez à peu près 75% plus d'informations probablement que le Thetfordois moyen. Parce que les gens ne sont pas conscients de leur propre histoire ici. On n'en a plus en ligne. Est-ce qu'on en avait ici une dernière? Allez-y. Oui. Le mot Thetford provient en fait d'une région en Angleterre, dans Norfolk, en Angleterre, qui était la région de Thetford. Et ici, dans le fond, dans les cantons, on a renommé les cantons selon un peu une désignation géographique des ressemblances. Donc, on trouvait que l'aspect vallonneux de la région rappelait Thetford à Norfolk.
et en Angleterre, et on lui a attitré le mot Mines par la suite pour les mines. Comme on a le canton d'Irlande, on a le canton de Wolfe, on a le canton de Leeds, qui sont tous des régions en Angleterre essentiellement. Donc, c'est seulement donc, les gens qui ont rapatrié le nom par une connotation plus visuelle géographique. Excellent. Alors, est-ce qu'on a apprécié... Oui. Je suis prêt, moi. C'est le temps. Karine Thibault, je travaille à la MRC des Sources, donc dans les Sources. On a une crise identitaire. Je voudrais voir au niveau de l'histoire, qu'est-ce que vous faites depuis 2012 pour écrire l'histoire. Vous savez que nous, on a une crise de changement de nom. Oui. Est-ce qu'on a voulu le cacher, pas le cacher? On sait qu'on existe encore. Mais quand même, j'aimerais ça entendre un peu comment vous dressez l'histoire d'aujourd'hui. Comment qu'on dresse l'histoire d'aujourd'hui? Mais tout d'abord, la crise identitaire, vous n'êtes pas unique à ça. Hein? Thetford Mines s'est cherché à travers Thetford Mines, Thetford les mines, Thetford des mines, Thetford. Aujourd'hui, on parle de Thetford beaucoup. La signature visuelle, on parle encore de Thetford Mines sur papier, mais la signature visuelle reste Thetford. On parle de la région de Thetford. Comme je disais, on essaie de franciser Thetford les mines. À une certaine époque, il y avait des pancartes. On essaie de prendre toutes sortes de noms, la capitale de l'amiante, la région de l'or blanc. Nous aussi, la crise identitaire est quand même là un petit peu. Mais comment qu'on réécrit l'histoire? En fait, on ne réécrit pas l'histoire. L'histoire, elle est là pour rester. Je vais vous avouer que je suis un ardent défendeur du mot « Mines » dans Thetford. Lorsque j'écris des articles, des textes, peu importe, je mets « Mines » parce que pour moi, c'est important. On vient de là. Je sais que toute la notion asbestos, Val-des-Sources, a été très litigieuse. J'habite Dodwell, qui est juste à côté. Fait que je suivais le débat de très, très près. Mais tu sais, je pense pas qu'il y a une réécriture. Donc, on garde le terme. Les mines étaient là pour rester. Comme je vous dis, des fois, c'est plus une sensibilité au niveau des compagnies minières. Tu sais, c'est pas de faire l'apogée d'une compagnie minière comme d'une industrie. On va parler de l'histoire de l'exploitation minière plutôt que parler de l'histoire de la mine King, par exemple. Donc, on va essayer de contourner un petit peu pour garder quand même le patrimoine minier là. Mais c'est sûr que vu qu'il n'y a plus de mines, ben veut pas, l'historique va tourner maintenant au niveau de l'aspect plus social, politique, culturel, sportif. Mais tu sais, c'est encore trop récent, je vous dirais, en histoire pour avoir un regard juste sur 2012 à aujourd'hui. On a écrit au Centre d'archives le livre Thetford Mines, 125 ans d'histoire, en 2017. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de 1892, donc qui est la fondation de Kingsville, officiellement, et on a remonté à 2017, et à chaque année, on prenait un événement avec une photo et un texte. On mettait qu'est-ce qui s'est passé, on l'illustre, on l'explique, et ainsi de suite. Et quand on est arrivé 2005, 2006, 2007, on s'est commencé à se gratter à la tête, qu'est-ce qui est arrivé de marquant en 2012? Là, tu te dis, OK, là tu vois que tu cherches dans les journaux, faut que tu cherches. Bon, l'historien, il est comme trop proche de cette réalité-là pour dire que ça a un impact historique. Fait que je pense que de réécrire l'histoire, peut-être que dans 20 ans, on va dire « Hey, c'est bizarre, tu sais, entre 2012 puis 2030, l'historien qui était là, il écrivait ça tout croche de même, ça c'était moi. » Tu sais, je sais pas, on jugera mon travail rendu là, mais tu sais, c'est difficile d'écrire l'histoire récente parce qu'on a le nez collé dessus, tu sais. À même titre que j'ai beaucoup plus de facilité d'aller écrire l'histoire de 1920 puis de vous raconter ce qui se passait là-bas, parce que de toute façon, le monsieur, il est mort, enterré, décomposé, puis tu sais. Fait que là, maintenant, ben, c'est comme difficile un peu d'avoir ce rapprochement-là. Mais effectivement, on essaie d'avoir un volet beaucoup plus social. On se rapproche plus de la politique, qu'est-ce qui se passe avec les instances municipales. Donc, on essaie d'avoir les PME. On a des partenaires de centre d'archives avec, je regarde Mme Lacombe, avec la Chambre de commerce pour essayer de mousser un peu tout l'historique aussi commercial, parce que longtemps, on a mis de côté tout ce qui est autre que minier. On ne parlait que du développement des mines. Et là, maintenant, on se rend compte que crime telle industrie là depuis 1960, l'industrie est arrivée en 1904. Puis là, on se rend compte qu'il existe des commerces qui étaient là bien avant certaines compagnies minières. Donc, on redécouvre un peu cette histoire-là. Encore là, un beau gros préambule. Moi, je disais à ma blonde, je ne rentrais pas à soir. Hein, fait que On va s'en garder pour le cocktail. c'est correct. Alors, mesdames et messieurs, M. Patrick Hood. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant.